Bonjour à tous, eh bien, il est un peu plus que 12h30 aujourd'hui, mais nous sommes quand même là avec vous jusqu'à 14h et aujourd'hui, nous allons recevoir des personnes intelligentes. Il y a deux femmes, Isabelle Nassou, elle est chargée de mission de la démarche territoriale et de l'Observatoire de l'Office de l'eau, mais aussi elle est directrice des milieux aquatiques. Elle a précisé qu'elle sait nager. Alors, on va aussi Sabine Valentin, elle parlera d'un journal qui est un magazine qui est en construction, dont le numéro 0 est sorti, Canary Pan. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On verra ça tout à l'heure avec cette dame, Madame Valentin. Jérôme Pinson, c'est un footballeur guadeloupéen qui a eu une carrière assez époustouflante. Il a joué à l'AS Saint-Étienne, il a joué aussi à Diasso, mais il a surtout joué dans la sélection de la Guadeloupe et au Cygnois. C'est un homme de la montagne, il sera avec nous dans un instant. Et on va terminer avec notre coach du mardi, Mylène Paul, qui viendra vers la fin d'édition nous parler un peu de ce qu'on doit ou ne pas faire. Sinon, l'actualité, il fallait s'y attendre, la réponse de l'UGTG, puisque hier nous avons reçu la mairesse de Bimaou sous le conflit qui ne cesse pas de durer. Déjà plus de 3 semaines que Bimaou est pratiquement bloqué, les écoles ne fonctionnent pas, une médiation est en cours. Va-t-on vers une solution? On le saura tout à l'heure en écoutant les représentants de l'UGTG. Et puis on ira faire un tour à Morne-à-l'Eau où on essaie de prévoir, en tout cas quand c'est possible, les expulsions locatives. C'est un reportage de Maxime Morel, et puis on va terminer avec une galette, celle d'une compagnie aérienne que vous connaissez très bien, Air Caraïbes. Voilà un peu le sommaire de notre ZCL News aujourd'hui. Vous êtes en direct de Canal 10, vous êtes en direct de la radio RHT et de C10 FM, et bien sûr nous sommes aussi en live sur le Facebook. Vous pouvez nous suivre comme on le fait habituellement, et on nous voit en Guadeloupe, en Martinique, en France, en Haïti, enfin bref, un peu partout. Et donc la communauté des ZCLiens du Midi est déjà présente. On va commencer avec Madame Nassau. Bonjour Madame Nassau. Bonjour Monsieur le ministre. Et donc vous êtes directrice des milieux aquatiques. C'est quoi exactement votre job? Alors, mon travail consiste à investiguer la qualité des milieux aquatiques de manière à mettre en œuvre les mesures les plus appropriées pour les préserver, les restaurer ou les préserver. Voilà. Préserver les milieux aquatiques. Alors, quand vous dites milieux aquatiques, c'est les mares? Alors, ça inclut un grand nombre de types de masses d'eau. Donc, ça peut être les mares, ça peut être, c'est surtout au titre de la réglementation, les eaux de mer, les rivières, les eaux souterraines et les plans d'eau. Oui, et les plans d'eau. Alors, vous savez combien de rivières qu'il y a en Guadeloupe? Oula, il y a un certain nombre il y en a beaucoup. Il n'y en a pas comme en Dominique 365, non? Non. On a, au titre de notre suivi, on considère 47 masses d'eau de type cours d'eau. Oui. Et quel est globalement l'état de ces rivières guadeloupéennes? Est-ce qu'on peut encore se baigner comme autant jadis? Il paraît que les grands-mères allaient faire leur lessive à la rivière, pouvaient se baigner, etc. Est-ce que c'est toujours possible? Alors, pour que les choses soient claires, le suivi qu'on mène n'est pas un suivi de type qualité pour la baignade. Oui. En fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment une étude environnementale, avoir une vision à long terme de l'évolution de la qualité des milieux et savoir si les milieux permettent la vie de la faune dans ces milieux. On va prendre la question à l'envers. Est-ce que les études que vous faites répondent positivement à vos interrogations? Alors, ça dépend des endroits. Donc, oui. La qualité des cours d'eau est assez variée. Prenons la traversée, par exemple. Alors, si on se place en amont des cours d'eau, donc si on se place très à l'intérieur des terres, on a une qualité qui peut être satisfaisante. Oui. Maintenant, c'est sûr que plus on va vers l'aval, plus on va vers le bas des rivières, plus la qualité est dégradée, plus la qualité est impactée par les activités humaines. Qu'est-ce qui impacte la qualité, négativement en tout cas, la qualité des eaux de la Guadeloupe? Alors, beaucoup de pression. Alors, on a une pression qui peut être lié à l'assainissement, par exemple. Alors, l'assainissement collectif se répercute essentiellement sur les eaux côtières, mais l'assainissement non collectif va se répercuter sur les cours d'eau. L'assainissement, c'est des habitations. Tout à fait. Oui, parce qu'on nous dit aussi que souvent, l'agriculture est cause aussi de beaucoup de déchets et de pollution. Alors, l'agriculture représente une autre dépression exercée sur les milieux aquatiques. Effectivement, avec tout ce qui est engrais, fertilisants, phytosanitaires, ce sont des éléments qu'on va à terme retrouver dans les cours d'eau et qui vont impacter négativement la qualité de ces milieux. Oui. Et en retour, vous en parlez aux agriculteurs qui ont fait ce genre d'études ou bien ça reste secret?
Alors, l'étude a plusieurs finalités. La première finalité, c'est d'informer la population, les professionnels de l'impact. Tout à fait. Oui. Donc, de l'impact de leurs activités sur les milieux. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de préparer un schéma qui s'appelle le SDAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui est un schéma qui est établi à l'échelle de la Guadeloupe et qui a vocation à justement proposer des solutions pour préserver ou restaurer la qualité des milieux. Alors, je retiens donc plus on remonte le cours d'eau, plus la qualité est bonne, et plus on va vers l'aval, plus la qualité. Pour toutes les rivières, c'est systématique? Alors, il y a des rivières qui sont assez impactées en amont, mais on peut dire que tout ce qui est cœur de parc en général aura tendance à être plus préservé que ce qui sera en aval. Oui. Alors, prenons le cas de la rivière Salée, qui est, on l'appelle rivière Salée, mais en fait, c'est pas une vraie rivière. Non, du tout. Oui. C'est plutôt, comment on la qualifie, ce plan d'eau? Alors, ce plan d'eau, donc pour nous, ça va être suivi dans le cadre de nos eaux côtières, en fait. Donc, nos eaux côtières vont être, en fait, on va découper les eaux côtières en plusieurs morceaux, oui. Et donc ça va être intégré dans une masse d'eau qu'on appelle l'eau côtière. Donc, ce n'est pas une vraie rivière? C'est pas une vraie rivière. Et donc, quel est son état? L'état n'est pas satisfaisant, dira-t-on, parce que il est certain que les eaux côtières sont le réceptacle de toutes les pollutions, hein, tout ce qui est assainissement, tout ce qui va être tout ce qui est retrouvé dans les cours d'eau à terme va se déverser dans les eaux côtières, donc finalement les eaux côtières vont être relativement dégradées. Ce qui veut dire que toute la mangrove qui est parallèle à cette rivière Salée est aussi impactée par les déchets, par la pollution? Alors, je ne peux que dire sans doute, pour l'instant nous n'avons pas d'études sur les mangroves, enfin nous n'avons pas d'indicateurs qui nous permettent de dire que la mangrove est dans un état bon ou mauvais. Oui. Nous sommes en train de mener les études pour pouvoir répondre à cette interrogation. Donc vous viendrez bientôt pour nous en parler. C'est cela. Alors prenons le cas de, je ne sais pas comment on appelle l'étang de Capesterre-Bellot. Oui, c'est un étang, c'est un étang ou c'est une mare? Qu'est-ce que c'est? C'est un étang. Oui. Oui. Alors, quel est son état? Alors, là non plus, je ne suis pas en mesure de vous répondre dans les médias, puisque ce sont des masses d'eau qui ne sont pas considérées comme obligatoires à suivre pour... tout à fait. Mais par contre, nous avons commencé à étudier ces milieux-là. Oui. Mais nous n'avons pas encore les résultats suffisants pour parler de manière fiable de la qualité de ces milieux-là. Et donc, ces études que vous faites sur les masses d'eau, elles se font avec des éprouvettes, on prend des extraits, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a une phase où effectivement on va aller avec des flacons faire des prélèvements d'eau qui vont être ensuite acheminés vers des laboratoires, soit en Guadeloupe, soit oui, ça peut être en Guadeloupe ou ça dépend du paramètre analysé. Oui. Donc, ça peut être en Guadeloupe ou alors en France hexagonale. Oui. Il y a cet aspect-là. Ensuite, suivant les masses d'eau, on a des suivis qui sont adaptés. En eau côtière, on pourra aller regarder l'état des coraux. En cours d'eau, on va regarder ce qu'on appelle les diatomées. Donc, les diatomées, donc ce sont des algues qu'on retrouve à la surface des roches. Et suivant la nature de ces algues-là, on pourra dire si la qualité de l'eau est bonne ou impactée. Alors, on a parlé des rivières. Parlons un peu de la mer. Oui. Alors, on a deux types de mer dans notre région, puisque dans le sud et dans le nord, c'est pas tout à fait la même mer. On a d'un côté l'océan Atlantique, de l'autre côté, on a la mer Caraïbe. Alors, laquelle est la plus appréciable, on va dire, même si vous ne vous intervenez pas sur la qualité, mais enfin, quand même, les études sont là. Oui, alors on n'intervient pas sur la qualité d'un point de vue baignade, mais d'un point de vue qualité environnementale. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y en a une qui soit en meilleure qualité que l'autre. Elles sont à peu près toutes en état un peu impacté, dira-t-on, par les activités humaines. Alors, quand vous faites ce genre d'études et que vous avez des résultats aussi peu encourageants, qu'est-ce qui peut être dit pour pouvoir, on va dire, arriver à une solution, enfin à des situations un peu plus positives? Alors, est-ce qu'il y a enfin, pas des remèdes, mais enfin des indications qui sont données aussi bien aux riverains, aussi bien aux municipalités, aussi bien, etc. Alors, en ce qui concerne les actions que nous menons, le SDAGE est justement l'occasion d'élaborer dans un travail de concertation avec l'ensemble des partenaires de l'eau, de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour arriver à un niveau de qualité des eaux satisfaisant. Donc, c'est un travail qui est en cours. Hein, donc c'est pas un rêve, ça.
Non, du tout. C'est une obligation réglementaire de toute façon. Oui. Donc, le ZAJ avait déjà été élaboré en 2015. Il est en cours de révision. Oui. Donc, pour les années à venir, on aura un schéma qui nous permettra de savoir quelles sont les actions prioritaires à mettre en place pour préserver les milieux. On prend par exemple le cas de Sainte-Rose. On sait qu'il y a une distillerie qui déversait dans la rivière des torrents de déchets industriels. Est-ce qu'on peut même penser qu'il puisse y avoir une sanction contre les industriels qui font ce genre de choses? Alors, tout ce qui est sanction est à voir avec l'ADA, enfin, tout ce qui est service police de l'eau, ce sont eux qui sont en charge d'appliquer, de faire respecter la réglementation. Vous faites l'étude et vous transmettez. Exactement. Donc nous, si on constate une pollution, on peut faire le signalement et derrière, on peut accompagner l'industriel pour une mise aux normes de ces installations pour atténuer. C'est déjà arrivé? Oui, on a déjà eu des échanges avec des industriels pour leur proposer de mettre en place le nécessaire pour une mise aux normes. Et est-ce qu'ils suivent? Des fois. Des fois. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de sanction, ça ne suit pas, en fait. Alors ça, c'est pour les industriels, mais pour le Guadeloupéen lambda qui nous regarde, qui habite au bord de la mer ou au bord d'une rivière, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors, le Guadeloupéen lambda qui a envie déjà de s'intéresser à la qualité de ses milieux, je peux lui dire qu'il a un site à sa disposition qui est le site de l'Observatoire de l'eau qui nous permet de diffuser justement les informations. www.observatoiredel'eau.fr. Au Guadeloupe, tout à fait. Oui, donc voilà. Et ensuite, je pense que maintenant, les citoyens sont suffisamment informés, ou en tout cas ont la possibilité d'accéder à l'information pour comprendre qu'il faut que chacun se saisisse des questions environnementales et apporte sa pierre à l'édifice. Par exemple, quand je vais à la rivière, que je vois encore des personnes faire leur shampoing ou nettoyer leur voiture dans les eaux, il faut sortir de ce schéma-là pour avancer et c'est l'action de chacun qui permettra... Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. Ce que vous dites là, c'est l'esprit citoyen. Tout à fait. Mais il n'y a pas d'interdiction formelle, disons aux gens, interdiction de laver vos voitures, vos véhicules ou autre chose, vous faites votre shampoing à la rivière. Tout à fait. Alors, il y a des fois des interdictions, mais c'est vrai qu'il faudrait un peu plus d'informations, de sensibilisation, je dirais, pour amener les citoyens à comprendre l'importance de la... C'est bien la raison de votre présence ici. C'est ce message que je souhaite vous faire passer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous regardent, qui habitent au bord des rivières, au bord de la mer, qui continuent à balancer à la rivière des choses. À la mer, on sait bien l'impact du plastique. Tout à fait. Tout le monde en parle, mais alors, cette première opération, cette opération d'analyse des masses d'eau, elle tombe, elle arrive 1 ou 2 mois avant cette manifestation que vous avez le week-end prochain, c'est bien ça? Le week-end qui vient, donc c'est une manifestation qui commence ce vendredi avec les scolaires pour s'achever dimanche. Alors, sur les parties humides, comment ça s'appelle? Les zones humides. Les zones humides. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les zones humides? Alors, les zones humides, c'est un ensemble de milieux dans lesquels on va retrouver de l'eau et qui ont une fonctionnalité propre, qui rendent de nombreux services à l'environnement, qui vont par exemple permettre d'amortir l'énergie des vagues, donc qui vont limiter l'impact des vagues sur l'intérieur des terres, etc. Oui. Et donc, ce sont des zones qui sont un peu méconnues et qui pourtant... Géographiquement, se trouvent où? Alors, il y a différents types de zones humides. Ça peut être des mains, ça peut être des mangroves, etc. Donc, on ne peut pas parler d'une localisation précise. Il y en a un petit peu partout. Il y en a un peu partout. Voilà. Mais alors, cette journée mondiale des zones humides consistera à quoi? C'est-à-dire, on fera quoi? Alors, il y a différentes manifestations qui sont organisées à cette occasion. Alors, à l'Office, nous avons depuis quelques années un partenariat avec le Conseil départemental et plus récemment avec le CAE, Conseil d'architecture. Et nous organisons donc un événement à destination des scolaires
Oui. Puis du tout pour les sensibiliser, j'imagine. Tout à fait. Oui. Leur faire comprendre ce que c'est qu'une zone humide, l'intérêt d'une zone humide et voilà, et sensibiliser la population. Ça va durer pendant 3 jours. Donc oui, la première journée, donc déjà la journée va se dérouler à Gachette, à la retenue de Gachette, qui est une propriété du dépôt départemental. Je me suis posé la question, pourquoi Gachette? Oui, alors c'est une retenue qui est la propriété du conseil départemental et nous travaillons en partenariat avec le département et nous avons voulu revenir sur ce site sur lequel nous avions déjà été en tout premier lieu. Parce qu'entre-temps, nous avons acquis des données sur ce plan d'eau. Donc, l'idée, c'était de revenir et, si possible, de revoir les jeunes qui avaient suivi avec nous la première manifestation et de voir un peu la qualité du milieu, voilà, d'apporter d'autres informations sur ce milieu. Alors, c'est uniquement on va rencontrer des comptes devant les zones d'eau, c'est ça? Alors, il y aura des comptes, mais c'est pas. Il y a des messages qui vont circuler. De toute façon, l'objectif, c'est de sensibiliser. C'est l'Office de l'eau qui est à l'initiative de ce genre de manifestation. Avec le département. Avec le Tout conseil. à fait. Tout à fait. Donc, sensibilisation des jeunes, c'est tout? Sensibilisation des jeunes, connaissance du milieu, parce qu'on travaille avec des jeunes des environs, donc de l'école de Port-Louis et du collège de Port-Louis. Donc, ce sont des jeunes qui doivent s'approprier leur milieu. Ensuite, voilà, faire connaître à la population ces milieux, leur faune, leur flore, et amener la population à mieux prendre en compte ces milieux-là pour les préserver. Alors, dernier aspect à voir, c'est que cette étude que vous avez faite ou que vous avez menée, elle a été faite sur la Guadeloupe dite continentale, et j'imagine que les autres îles ne sont pas encore concernées. Alors, la Guadeloupe, on va dire qu'elle inclut la Désirade, elle inclut Marie-Galante, les Saintes également, et Saint-Martin. Petite-Terre aussi? Non, Petite-Terre, nous n'avons pas de suivi sur Petite-Terre proprement dit. D'accord. Mais voilà, c'est pas strictement la Guadeloupe. Hein, c'est tout l'archipel. C'est ça. Oui, oui, mais l'étude a porté sur uniquement la partie entre guillemets continentale de la Guadeloupe, ou bien sur les îles aussi, les îles environnantes. Sur les îles dont je vous ai parlé. Donc l'étude porte sur Marie-Galante? Oui, tout à fait. Nous avons des points de surveillance. La situation est meilleure, Marie-Galante? La situation est à peu près homogène partout. Hein. Visiblement, excusez-moi de vous dire, Madame Nassau, mais vous êtes plutôt pessimiste en ce qui concerne. Non, on ne peut pas dire que je sois pessimiste. Nous avons des données, nous faisons une étude qui est très cadrée. Oui. Voilà, il faut être lucide sur la qualité des milieux. Maintenant, l'idée, c'est de savoir ce que l'on fait de ce constat. Oui, justement, voilà. C'est bien la question, parce que c'est bien de dire bon, les eaux de Guadeloupe ne sont pas dans bon état, mais la question, comment les rendre dans un état à peu près acceptable? C'est ça, alors c'est le travail que nous menons aux côtés des autres collectivités, de l'ensemble de nos partenaires. Donc, nous menons des études pour savoir comment restaurer au mieux certains milieux, sur quel milieu. Honnêtement, scientifiquement, c'est possible de retour, pas à la case départ, mais enfin à améliorer un peu la qualité de ces eaux. Ça va dépendre de l'atteinte du milieu. Oui. Par exemple, sur la Grande Terre, où nous avons constaté une intrusion saline en eau souterraine, ça va être difficile de revenir en arrière. Wow. Par contre, des infiltrations qui sont. Voilà, infiltration d'eau de mer lorsqu'il y a trop de pompage. Même de façon souterraine. Oui, si les autorisations de prélèvement ne sont pas respectées ou ne sont pas adéquates, on va prélever trop d'eau douce et l'eau saline va rentrer dans les mares, par exemple. Alors, on peut y avoir des échanges entre eau de surface et eau souterraine. Oui. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des outils qui vont permettre de restaurer autant que faire se peut la qualité des milieux. Oui, c'est l'objectif. Oui, c'est l'objectif. C'est possible? Suivant les atteintes, oui, ça peut être possible. Par exemple, tout ce qui est impact sur les berges. Avec le parc, nous travaillons sur une étude sur la manière de restaurer en utilisant le génie écologique. Le génie écologique, donc d'utiliser des méthodes respectueuses de l'environnement pour restaurer les berges. Donc oui, il y a des outils qui vont être mis à disposition. Oui. Deux petits mots quand même dans l'étude sur le chlordécone. Ça transparaît quand même dans vos études?
Oui, alors la chlordécone, c'est une substance que nous analysons régulièrement dans nos études. Bon, les résultats, la plupart des études, nous contribuons avec nos données à ces études-là. Donc oui, ce sont des paramètres dont nous avons conscience. Et dernière chose, les sargasses aussi, ça rentre en ligne de compte? Non, les sargasses, ça impacte quand même le milieu marin. Oui, voilà, mais alors les sargasses impactent le milieu marin lorsqu'elles arrivent à proximité des côtes, oui. Et nos points de suivi ne sont pas concernés directement par cet impact pour l'instant. Donc nous suivons bien sûr avec beaucoup d'intérêt toutes les études qui concernent les sargasses, mais pour l'instant ça ne transparaît pas de nos résultats d'analyse. Ça va être là vraiment la dernière question, Madame Nassau. Est-il vrai que les bateaux de croisière qui arrivent dans les ports de Bastia ou de Pointe-à-Pitre polluent terriblement les mers? Alors, je ne saurais pas vous quantifier l'impact de ces bateaux de croisière sur la qualité des milieux, puisque, encore une fois, ce sont des points que nous n'avons pas analysés finement, mais bien sûr, il est certain qu'un impact peut être envisagé, tout à fait. Donc, c'est le mauvais côté des croisiéristes et des croisières. En tout cas, Madame Nassau, je vous remercie pour votre venue nous donner ces informations qui ne sont pas très rassurantes. On espère dans quelque temps peut-être que des études vont, je ne vais pas dire démentir ce qui a été dit, mais enfin montrer que les eaux guadeloupéennes, les masses d'eau s'améliorent. On peut espérer ça? En tout cas, c'est l'objectif. Donc, l'idée, c'est pas de faire un constat juste pour faire un constat. L'objectif, c'est vraiment de tout mettre en place pour obtenir un état de nos milieux satisfaisant. Je vous remercie. Voilà, il est 12h55. Dans un instant, la suite de ce ZCL, on va recevoir Sabine Valentin, que Mme Nassau connaît bien, et on parlera de Canary-Pan, et on va recevoir aussi Gérard Pinson, footballeur guadeloupéen, ancienne star du football guadeloupéen et autres. Avec lui, on parlera un peu de l'état du football guadeloupéen, qui n'est pas en meilleur état que les eaux guadeloupéennes non plus. À tout à l'heure, il est que 12h55. Bonjour, si vous êtes à table, il est 13h05, vous êtes dans le ZCL News en direct de Canal 10, en direct aussi de C10 FM et de RHT, nos deux radios partenaires. Eh bien, on va commencer tout à l'heure avec dérouler l'information, mais avant, je vais saluer nos deux invités. Sabine Valentin, bonjour. Bonjour, monsieur Zantolis. Vous êtes la rédactrice, enfin, de façon la fondatrice de ce journal, Canary-Pan, on va en parler tout à l'heure. Et je reçois une star du football guadeloupéen, ancienne star, mais une star toujours, star demeure. Gérard Pinson, bonjour. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous. Et merci de votre invitation. Il a été un footballeur émérite aussi bien en Guadeloupe avec les hommes de la montagne, comme on les appelait avant, le Singor, qu'en France, à Saint-Étienne et à Ajaccio. Avec eux, on va parler tout à l'heure du football, de l'état du football guadeloupéen. Il fallait s'y attendre. Réponse de l'UGTG. Hier, nous avons reçu ici le maire de Bimao suite à ce conflit qui ne cesse pas depuis plus de 3 semaines. Et en fait, c'est un conflit qui avait commencé, on s'en souvient, au mois d'octobre l'année dernière. Il y a eu une première signature de fin de conflit. Et finalement, l'UTC-UGTG est revenu sur cette signature concernant un article, l'article numéro 2, demandant son application normale à tous les salariés de la municipalité de Bimao. Le maire de Bimao, qui était notre invité hier, Mme Polyphone, nous a dit que ce serait totalement illégal d'appliquer cette grille à l'ensemble des salariés. C'est justement sur ce point-là que les choses bloquent. Alors, entre-temps, il y a eu la médiation de Christian Delgatou de Cap Excellence, il y a eu un échange, on a eu le sentiment que les choses avaient avancé puisque le GTG avait sorti un document, un tract, un communiqué, disant qu'un accord pourrait être trouvé parce que la maire de Bimao était revenue sur sa décision de valider leur accord. Finalement, elle a totalement démenti la chose. C'était hier en direct ici. Et hier après-midi à 14h, le GTG, le TC-GTG, tenait sa conférence de presse. Tout de suite, reportage, Maxime Morel. J'ai exprimé en volonté, si nous acceptons la médiation depuis samedi, nous restons près de 12 temps qu'à échanger, c'est que nous avons volonté de sortir. Donc maintenant,
nous savons là qu'on autorité là nombre des agents qui rentrent directement dans les revendications là, il pas appliqué bail. Et là maintenant nous sommes obligés de négocier pour voir que nous pas sorti et nous prêts à faire des concessions, nous avons fait tout le temps ça depuis de toute façon. Depuis l'année passée, nous commençons à gréver dans ces concessions. Nous avons fait. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas accepter là quand même ni des gens qui sont victimes de comportements et des bombardements à d'autres mondes. Nous toujours savons dans l'ensemble des collectivités de Guadeloupe et ici aussi qu'il n'y a ni un pays qui servi, ni d'autres qui pas servi. Et le problème là qui arrive là, c'est bien parce que délibération là, ils voté au plancher, au plafond, parce qu'il y a des gens qui bisent le plafond là. Et il faut comprendre que les autres gens à présent, surtout là, singulièrement les catégories, les agents d'exécution, nous ne pouvons pas faire ça. C'est eux qui nous défendre justement. Alors, de toute façon, mon Polyphon, il parlait, il fait tout show, il fait qu'il revienne sur une table et puis il engage, il a réglé le problème à travailler BMAO. S'il peut dire le contraire, il peut dire le contraire, ni 577 agents à collectivité BMAO qui ne peuvent pas bénéficier de revendications là que nous fait là. Pendant qu'il a dit appliquer, il bat tout le monde. Et c'est lui qui va nous les chiffres. Alors, si lui-même a été contredit, ça c'est problème. Jod là, entre 577 mouna, nous pouvons discuter vrai que nous avons fait, puisqu'il y a des problèmes de finances. Malgré ça, puisque nous avons rappelé, les accords là signés, tout ce qui est finance, plan, carreau, tout ça, nous avons déjà balayé ça, et nous signons accord là pratiquement toute la nuit, nous devons négocier ici. Mais s'il faut nous faire encore en concession, pour travailler BMAO, nous sommes capables de faire, nous que faire, c'est principe à nous. Donc, nous avons dit, nous avons un taux de monde qui doit être appliqué immédiatement et en deuxième partie pour le reste. Nous pouvons comprendre ça. Et malgré ça, nous avons expliqué les travailleurs, mais ce n'est pas problème parce que les travailleurs ont fait nous confiance. Et donc, aujourd'hui, là, c'est lui, quand nous là, nous attendons. Alors, résumé des épisodes précédents, donc, ils font grève. Pour appliquer un accord, ils signent un accord, ils partent d'accord à 6 accords là à la fin, puisque ils viennent à ces mouvements-là, et à d'accord là, ça, ils ont commandé application à un indice pour ensemble les personnels. D'après ça, nous sommes M. Faveldi, ils ont finalement paré à négocier sur les 577 pour qui monde ça applicable. Alors, question là, il a posé, est-ce que la maire de BMAO acceptera cette concession, parce qu'elle disait hier que c'était totalement illégal et que de toute manière, les critères qui étaient définis devaient s'appliquer selon les personnes, selon les cas. Là, ça reste maintenant, la balle est dans son camp. Et ce qui est sûr, c'est que cette grève qui a fermé les écoles de BMAO, fermé les cantines, un petit peu créé beaucoup d'incidents dans la commune, commence à peser lourd et probablement l'UTC et GTG, elle aussi a envie d'en finir. Nous allons suivre ce conflit comme d'habitude. Alors, je vous l'ai dit, on recevait 2 personnes. On va commencer par madame. J'ai l'impression que vous permettez quand même qu'on commence par madame. Alors, bonjour. Alors, d'abord, le titre du journal, du magazine m'a un peu étonné. Canary Pond. Oui, tout à fait. Pourquoi Canary Pond? Canary Pond, c'est parti de concept qu'Edwina Nassau en fait a mis en place, et le nom même en fait lui est venu de son histoire personnelle, de son rapport avec sa grand-mère par rapport à la cuisine et etc. Quand elle allait voir sa grand-mère, des fois elle lui demandait qu'est-ce qu'on mange ce midi, l'une des premières réponses était Canary la Pond, donc elle dépend et voilà, c'est parti de là. On va dépendre pour que tu manges là. Exactement. D'accord, parce qu'il y a une autre expression que vous connaissez, Canary contré. Tout à fait, oui, tout à fait. Dans le même esprit. Alors, ce magazine luxueux de très bonne qualité, quel est son objectif premier? Son objectif premier, en fait, d'être un porte-voix supplémentaire de l'excellence guadeloupéenne, en fait. Oui. L'excellence dans le domaine de l'agriculture, de l'agro-transformation et également dans le domaine culinaire, au niveau des chefs que nous avons sur. On trouvera des recettes dans cette... Tout à fait. Oui, parce qu'il y a de très belles images. On a envie de manger le magazine. Hein. Merci. Mais en fait, c'est vraiment pour donner envie au lecteur en fait d'aller vers ce type de produit en fait, puisque généralement dans l'inconscient collectif, assez souvent, ce qui se passe en Guadeloupe, c'est assez négatif pour certains. L'objectif, c'est vraiment, comme je dis, d'être des porte-voix de l'excellence. Et pour être un porte-voix de l'excellence, il faut un produit de qualité. Tout à fait. Et excellent aussi. Alors, ça veut dire que systématiquement, vous allez à la recherche d'informations dans ce sens-là, et il y en a de toute manière. Tout à fait. Oui. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a énormément de choses qui se font sur notre territoire et on ne le sait pas forcément. Donc, nous, c'est juste
juste permettre à toutes ces personnes de l'ombre, de la chaîne alimentaire, d'être un peu plus vues. Parce qu'assez souvent, dans les magazines, on met en avant les tables gastronomiques. Oui. Là, c'est magnifique, le travail, il est superbement bien fait. Oui. Mais nous, en fait, on a pris le parti d'aller juste en amont. Que se passe-t-il avant la table gastronomique? Parce qu'il faut savoir que le chef, en fait, il travaille en collaboration avec tous ces acteurs. Il y a une espèce de lionnage entre l'éleveur, entre le marin-pêcheur, entre l'agriculteur, entre l'agro-transformateur et le chef cuisinier. Ben, nous, en fait, c'est un peu ce qu'on souhaite mettre en lumière. Alors, autre caractéristique de ce magazine, c'est que il est, on va dire, pas seulement bilingue, mais il y a 2 magazines en un. Tout à fait. Oui. Alors, c'est quoi ce choix éditorial? En fait, on ne voulait pas se réduire. Il y a énormément d'espèces comestibles en Guadeloupe. Oui. Et on voulait vraiment être le plus généreux possible avec les lecteurs. C'est pour ça qu'on a pris le parti de toujours aussi avoir 2 aliments qu'on met en avant pour pouvoir offrir le maximum de choix, déjà de 1. Et de 2 aussi, on a fait le choix d'être comme un Guadeloupéen lambda. Oui. N'importe quel Guadeloupéen, de manière générale, il parle aussi bien créole que français. C'est pour ça que ce magazine, il est autant créole qu'en français. Il est bilingue, il faut le dire. Tout à fait. Oui. Alors, je m'arrête sur quelque chose, c'est la recette du chef Féopion, oui, qui a revisité réellement le féroce. Le féroce, oui, le féroce classique qu'on fait tous. Je montre l'image, je ne sais pas si on la verra d'ici, mais sincèrement, le féroce qu'il présente, ça ressemble à un gâteau. Non, vraiment, je peux pas dire. Sincèrement, non, c'est vrai. Alors, il y a tout, la réalisation, première, deuxième, troisième, jusqu'à la fin. Et il n'y a pas que ça. Là, plus loin, c'est la bavaroise de Zabuka avec l'avocat. Je ne savais pas, on fait une bavaroise avec l'avocat. Ben, en fait, avec l'avocat, on peut faire énormément de choses. De manière générale, on se contente de le manger en tranches parce que on est un peu habitué à ça et que c'est le plus classique. Mais on peut faire énormément de choses. C'est pour ça qu'on a poussé le concept à aller jusqu'au cocktail, à proposer un cocktail en fait, à base d'avocat, tout à fait. Donc nous, on essaie... Vous goûtez tout ce que vous faites Tout à fait. Mon équipe et moi, oui, on teste tout. Tout ce qu'on propose aux lecteurs, les recettes qu'on met en avant, on les teste. Et il est très bon. Parce qu'on a mis un barman au défi de réaliser un cocktail à l'avocat et le défi, il a réussi. Oui, il a relevé et avec mon équipe, on l'a testé. Et les noms aussi des cocktails, c'est nous qui les avons trouvés puisque nous souhaitons rester complètement cohérents, à avoir toujours des noms dans les cocktails qui nous ressemblent. Ça veut dire, à terme, le magazine sera suivi par un restaurant, enfin quelque chose comme ça, où on pourra déguster ce qui se passe. Alors en plus, il y a les marchés. Oui, on a répertorié les marchés. Et alors ça, c'est pas vraiment une nouveauté, mais en même temps, les marchés existaient autrefois, mais il y a j'ai envie de dire un revival. Il y a un regain concernant les marchés. Chaque commune a mis en place, vraiment a structuré son marché, a mis en place un calendrier et c'est vraiment devenu un rendez-vous ponctuel pour le consommateur. Il y en a quand même pas mal. Hein, oui, et on a tenu vraiment en plus à permettre aux lecteurs de se rendre compte que c'est vrai qu'on est un peu pris dans nos activités quotidiennes, mais qu'on a la possibilité d'aller au marché aussi bien qu'en journée que le soir en fait. C'est pour ça qu'on a partagé cela en 2 pour que le lecteur puisse se rendre compte qu'il n'y a pas que le marché du matin. Il y a aussi des communes qui ont mis en place des marchés le soir. Moi je suis du Lamentin. Le Lamentin a son marché. Oui, a son marché. Donc tout à fait. Vendredi, je crois. Oui, c'est le 3e vendredi si je ne m'abuse, le 3e vendredi du mois. Petit bout, je sais que c'est le vendredi, aussi c'est le samedi. Exactement. C'était grand moule aussi, c'est le samedi. Non, le moule, je crois que c'est le mercredi. C'est le mercredi? Il y en a le mercredi. Il y en a plusieurs au moule, il me semble. C'est une grande ville. En tout cas, c'est un très beau magazine. Donc c'est le numéro 0. Alors, c'est-à-dire que le numéro 1 est déjà en construction. En fait, on est un trimestriel. Oui. Donc chaque trimestre, les lecteurs ont l'opportunité de découvrir 2 aliments. Mais ça peut aussi bien être un légume, un fruit ou un poisson ou de la viande ou des épices. Le prochain numéro, qu'est-ce qui va être mis? Là, c'était l'avocat, le prochain. Alors là, tout à fait. C'est pour donner envie aussi de nous suivre, de nous lire, de nous suivre sur nos réseaux. Oui. Donc voilà. Le magazine, quand on arrive, le magazine a dévoré. Hein?
On va le dire comme ça. Tout à fait. Pas seulement des yeux. En tout cas, merci d'être venu. Et merci puis, à vous. On donne rendez-vous le prochain, à la fin du mois de mars, c'est ça? Le prochain, c'est le trimestre prochain, donc fin mars, courant avril. On vous permettra de venir le représenter. Merci beaucoup. On vous offre ça gentiment parce que c'est une contribution au développement de notre agroalimentation. Tout à fait. Et aussi de ça qui est en nous. Exactement. Merci en tout cas Sabine d'être venue. Alors je me tourne Gérard Pinson. Gérard Pinson, bonjour. Bonjour. Je disais que vous avez été une star du football guadeloupéen. D'abord au Sigma, vous avez fait vos premières œuvres et puis après vous êtes devenu professionnel à la Saint-Étienne puis en Corse. Mais avant de parler de ces parties, enfin de ce passé récent, comment vous qualifiez le football guadeloupéen d'aujourd'hui? Je sais que c'est une grosse question, mais il faut la poser. En fait, un peu comme un professeur, je dirais que c'est peut mieux faire. Peut beaucoup mieux faire. Oui, on a un potentiel. Localement, on a un potentiel. Oui, je pense que sincèrement, il y a de quoi faire. Mais le problème, c'est que c'est devenu assez complexe. Parce que il y a des centres. Le centre du CREPS de préformation. Il y a le nouveau centre qui s'est ouvert à Bainbridge, le CFA, le centre d'élite. Oui. Il y a quand même du travail qui se fait, mais malheureusement, le football souffre de quelques mots qu'il va falloir être assez courageux d'affronter. Premièrement, il faut savoir que nous perdons nos jeunes de plus en plus tôt, oui. Ce qui ne se passait pas avant. C'est-à-dire que les meilleurs partent très tôt, depuis l'âge de 15 ans. On vient les chercher. C'est quand même une réussite pour le football. Depuis l'âge de 15 ans, il y a des gamins qui partent. Ouais. Ça veut dire que ceux qui partent... et qui ne reviennent pas. Et qui ne reviennent pas, qui sont censés aller faire carrière. Ouais. Et même quand ils ratent leur carrière, ils ne veulent pas revenir, ils ont peur. Et on n'a pas grand-chose à... Exactement. On connaît un peu la mentalité du Guadeloupéen. Il n'y a qu'à honte, quoi, il va dire. Et en Paris ici, c'est comme pour les études, pour certains qui font des études à vie et qui ne reviennent jamais. Donc on ne peut pas empêcher aux jeunes de partir, c'est ça le problème. Mais actuellement, les jeunes vivent des rêves par correspondance. Hein. Oui. Avant, moi, quand j'ai commencé au foot, mes idoles, c'était des joueurs locaux. Moi, je connaissais de nom les Copa, les Piantoni, mais je ne les connaissais pas. Ça ne me concernait pas. Moi, je voulais être un modèle avec un joueur local. Maintenant, on avait quand même, on regardait vers le Brésil déjà. Oui, bien sûr. On écoutait, comme on dit souvent, on les regardait à la radio, puisqu'on n'avait pas la télé souvent. Donc, non. Mais maintenant, c'est devenu viral. C'est-à-dire que le moins de parents, quand il a un enfant qui s'inscrit dans un club, c'est potentiellement c'est un joueur professionnel. Donc, ça nous gêne un peu. Je crois que le travail... On ne peut pas arrêter ça. Non. Sauf à professionnaliser le football. Et encore, parce qu'on n'aura pas la possibilité de professionnaliser. On a depuis cette année là, on a un projet au niveau de la ligue, puisque je suis aussi à la ligue. Actuellement, c'est le football, comment il s'appelle, le football fédéral, le joueur fédéral. C'est-à-dire pouvoir permettre à certains jeunes, on avait mis des repères quand même, et on avait mis des trucs à vivre du football en Guadeloupe, moyennant un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire formation, avoir un projet et tout, et le permettre avec un minimum égal au SMIC, de vivre à plein temps du football. Mais le problème, c'est que c'est complexe. Même pour mettre ça en place, c'est complexe en Guadeloupe. C'est complexe. Il faut avoir le financement. Il faut avoir... Les clubs ne pourront pas tenir ça tout seul. Il faut que certaines autorités nous aident, les collectivités, les deux collectivités. La région y a pensé, le conseil départemental aussi. Il faut que le MEDEF, il faut que tout le monde s'y mette et qu'on se dise que c'est quelque chose qui est fondamental pour le bien-être en Guadeloupe et surtout pour la stabilité en Guadeloupe. On perd trop nos jeunes. Nos jeunes partent et... En fait, le jeune footballeur, il est aspiré par les grands clubs étrangers, c'est ça? On est devenu comme l'Afrique maintenant? Un peu plus que je dis, parce qu'en fait, l'Afrique maintenant commence à comprendre qu'ils ont intérêt à fermer, peut-être pas fermer complètement, mais à préparer et à organiser le déplacement. Tandis que nous, c'est libre, c'est-à-dire que c'est un marché, les clubs viennent faire leur marché ici, et en contrepartie, on n'a pas grand-chose, on a des promesses. On va passer une collaboration avec un club, on va vous aider, mais aider par quoi? Financièrement, ça ne suit pas? Mais parce que normalement, il y a une règle là-dessus. Alors, la règle, c'est quoi? C'est un jeune qui part, il part dans un club, il peut partir à partir de 15 ans. Il peut signer avec un club, il peut signer avant des contrats de non-sollicitation, il part dans un club, et à partir de son premier contrat pro,
il y a un retour pour le club qui l'a formé. Oui. Mais ça ne va pas tellement cher, je crois que ça va jusqu'à 7500 au départ, sur le premier contrat. Oui. Là où ça commence à payer, c'est si ce jeune qui a signé un contrat dans un club français, il signe à l'étranger. Et moyennant une belle, comme on en a eu pour, comment il s'appelle, celui qui a signé en Espagne. Oui. Là, ça peut... c'est intéressant. C'est intéressant, puisqu'il y a un pourcentage sur le montant du transfert. Oui. Mais tant qu'il va signer d'un club français dans un autre club français, on ne touche rien. On ne touche que pour le premier contrat. Donc, à la limite, il peut faire qu'un jeune footballeur guadeloupéen fasse le saut directement au Real de Madrid ou à Barcelone. À la limite. Oui. À la limite. Oui. Il y a des règles, là, et ces règles-là sont respectées. Alors, l'autre problématique du football guadeloupéen, on va en parler quand même, c'est le fait que ce qu'on appelle les Guada Boys, aujourd'hui, la moitié de l'effectif peut venir de France, par exemple. Alors, est-ce que les joueurs qui sont entre guillemets en Guadeloupe, ils acceptent ça? C'est un gros problème. En fait, nous sommes partie prenante de la CONCACAF. Oui. La CONCACAF a mis en place un championnat à l'instar de l'Europe, de l'Afrique, qui est un championnat des nations de la CONCACAF. Nous participons. Le problème, c'est que nous n'avons pas les mêmes moyens que les pays à côté qui peuvent libérer leurs joueurs. Et actuellement, ce que nous avons ici, ce n'est pas suffisant pour lutter contre les grands pays. Oui. On peut jouer sur les premiers tours contre les petits pays, mais quand on arrive à un certain stade, pour pouvoir tenir, il faut du renfort. Il faut du renfort, entre guillemets, de joueurs un peu plus capés, mieux formés. Oui. Le seul problème, c'est comment faire? C'est ça l'organisation. On ne peut pas se passer des joueurs locaux. C'est pas possible. En fait, c'est ma conception. Oui. Le football, c'est d'abord, il faut qu'on arrive à trouver un bien pour faire progresser ceux qui nous donnent un spectacle. Même si le spectacle n'est pas plaisant, mais ceux qui sont sur place, il faut quand même que les meilleurs aient la possibilité de progresser. Donc, comment faire pour pouvoir équilibrer entre les joueurs locaux et les joueurs expatriés, entre guillemets, qui sont à l'extérieur. Donc, c'est ça le gros problème. Les joueurs... Et comment on résout ce problème? Comment il est résolu? Il n'y a pas de règle vraiment. Là, maintenant, on peut mettre en place. Ce qui serait bon de faire, moi, j'ai mes idées, pas simplement équipe A, équipe B. Ce serait de vraiment mettre en place un socle de joueurs locaux, travailler avec eux, des joueurs de 17, 18 ans jusqu'à 24, 25, 26 ans, même un peu plus, travailler avec eux sur un cycle, faire une évaluation et savoir qu'est-ce qu'il nous faut pour aller jouer contre les autres équipes, c'est-à-dire des renforts, des vrais renforts, pas faire venir n'importe qui. C'est un peu ce qu'a fait la Martinique. Oui. La Martinique, c'est vrai que la Martinique a un potentiel de football local un peu plus avancé que nous actuellement. Oui. Mais c'est ce qu'ils ont moins d'internationaux par contre. Ils font venir moins de joueurs, ils font venir des renforts. Oui. C'est-à-dire que des renforts bien ciblés, ils se disent bon, j'ai besoin d'un avançant, j'ai besoin d'un arrière, tandis que nous, on n'y est pas encore. Il faut qu'on y arrive. Là, je pense que, enfin, c'est ma conception. Il faut qu'on y arrive là. Ouais. Alors ça c'est alors il y a une autre problématique, c'est l'état des terrains en Guadeloupe. On peut faire un championnat avec des terrains aussi défectueux. Moi quand je joue au football, il y avait un terrain qui existait d'ailleurs à Bastéo. Le stade il faut poser la question à la région, à la ville de Bastéo. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a un projet, hein? Il y a un projet de rénovation. Non, il est là, le projet, il est terminé. Maintenant, qui va le financer? C'est ça le gros problème. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Mais on veut que le stade Iboué redevienne un stade de ce que Iboué nous avait laissé. Oui. C'est un des rares espaces que l'Iboué a consacré à la jeunesse. Pourquoi voulez-vous qu'on le fasse disparaître? Nous, on veut le faire vivre. On veut le faire vivre en mémoire des Iboué. Oui. Et c'est un endroit qui est placé sur un stade qui est placé en pleine ville, c'est la mémoire du sport bastérien. On ne peut pas dire qu'on va fermer le stade. Son déclin a un petit peu précédé le déclin même des clubs de Bastéo. Bien sûr, le transfert des Boués à Rivière-des-Pères, ça a été un peu la mort des clubs de Bastéo. Et Rivière-des-Pères est en train de fermer aussi. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est des problèmes d'entretien, des problèmes de... Mais oui, mais la réalité... Mais c'est la réalité de la Guadeloupe. La Guadeloupe, on peut construire. On veut construire beaucoup de choses. Mais après, il faut les entretenir. On a pris les Boués, mais il y a d'autres terrains qui sont pas... En fait, le problème des terrains, les problèmes qu'on rencontre là actuellement, cette année, cette saison surtout, c'est qu'on vivait avec des dérogations. Ça fait un moment qu'on est avec des dérogations. Nous, on est arrivé à la Ligue avec l'équipe du président d'Artois, et puis on a dit, il faut se mettre aux normes. Au niveau du règlement de la Fédération française, la Fédération te dit les équipes d'élite d'une ligue doivent jouer sur des terrains normés. Oui. Donc maintenant, on a appliqué
on a dit que les terrains où doivent évoluer les équipes de la R1 doivent être aux normes, les terrains et les installations. Mais combien qui sont aux normes sur les terrains? Mais pour l'instant, il y en a 5. Mais c'est tout, hein, c'est le terrain, les vestiaires, les tout. C'est pas simplement le gazon. Hein. Même aussi l'éclairage. Et l'éclairage aussi pour jouer en nocturne. Donc on ne peut pas. On peut jouer en nocturne à Moule, on peut jouer en nocturne aux Abîmes, bientôt peut-être à Bémao. Mais ça avance quand même. Hein. On a tapé un peu sur la table au bon moment, puisque les élections c'est bientôt. Donc c'était le moment que les gens bougent un peu. De faire bouger les choses. Alors revenons un petit peu sur votre carrière, puisqu'on parlait tout à l'heure des jeunes footballeurs qui partaient. À l'époque, vous avez été une gloire au Signe Noir de Basse-Terre. Comment ça s'est passé pour vous? Qui est venu vous récupérer pour la Saint-Étienne à l'époque? Il faut dire que quand j'ai commencé à pratiquer tant au basket qu'au football, puisque vous savez que j'étais aussi un bon joueur de basket, j'ai eu beaucoup de sollicitations de la part de certain nombre de personnes qui vivaient en métropole, mais moi je n'étais pas parti pour ça. Pour moi le football c'est un jeu, c'était rester avec mes copains, s'amuser en Guadeloupe, jouer le star quoi, et puis de rester. Et une fois un jour, j'étais à l'entraînement sinon, j'ai eu la surprise d'être appelé par le feu président Martin qui me dit il y a quelqu'un qui voulait me voir, me parler, me faire une proposition. C'était le recruteur de la Saint-Étienne, M. Garonner, qui était de passage en Guadeloupe. C'est Jean-Vion qui l'avait envoyé? Non, pas du tout. Il avait été recruté Piazza en Argentine et à son retour d'Argentine, il était passé en Guadeloupe et en Martinique. Oui. Et en Martinique, il avait recruté Jean-Vion et Guy Modeste. Et en Guadeloupe, il avait recruté, il était venu me voir, me faire une proposition. Et un autre joueur de Pointe-à-Pitre, dont j'oublie le nom, on était partis, 2 Guadeloupéens, 2 Martiniquais. Vous avez quel âge à l'époque? Là, j'avais 21 ans. Quand même. Ça se fait plus là maintenant? Ah non, c'est un peu tard. Oui. Les gamins partent à 15-16 ans. Oui. Ouais. Et vous voulez quand même revenir en Guadeloupe? Après ma carrière, oui. Mais je suis Guadeloupéen. Il n'était pas question que je finisse, que j'apporte pas quelque chose à mon pays. Moi, je suis parti faire quelque chose. J'ai une proposition. Il fallait que je puisse savoir jusqu'où je pouvais aller au football. Il n'était pas question que je parte pas. Oui. Mais il n'a jamais été question que je reste, puisque j'ai commencé à passer mes diplômes quand j'étais joueur en France, et mes diplômes d'éducateur. Je suis arrivé jusqu'au 2e degré à Vichy. Et après, j'ai eu l'opportunité d'entrer assez tôt. Donc je suis entré en Guadeloupe. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Qu'est-ce qui s'est passé pour Noyon, lui? Mais en fait, tous ces garçons pouvaient rester faire leur carrière en France, mais c'est parce qu'ils n'ont pas voulu rester. Ils n'ont pas voulu rester. Non, mais il a laissé entendre que il ne faisait pas le poids. Oh non, c'est pas vrai. Il y a eu aussi le défunt Koyo ici. Quand il est parti à Bastia, il pouvait rester aussi à Bastia. Oui. Mais on avait tous des sollicitations. Il faut dire que c'était des joueurs qui étaient un peu des vedettes, comme Michel Kouakou, comme Willy Wills, il y a eu plein de garçons qui sont partis, mais ils ont été une fois qu'on était. Parce qu'en fait, quand on part en France, on ne peut pas réussir tout de suite. Oui. Il faut avoir une opportunité, il faut avoir de la chance, il faut avoir un certain nombre de choses. Quand Jocelyn est parti à Rennes, il est tombé sur la présence de notre joueur. Il avait déjà un certain âge, mais il a été à Rennes. Il a une opportunité de se retrouver rapidement dans l'équipe réserve, dans l'équipe première, et ça s'enchaîne. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Oui. Donc Noyon, Rulsi, Alain Dando, tout ça, ils pouvaient faire carrière. Marius Trésor, c'était votre époque aussi. Marius est parti un moment avant moi. Oui, c'est mon époque, Marius. Mais Marius a eu de la chance d'être à Ajaccio. Oui. Marius est parti à Ajaccio et dans un petit club tranquille, il a eu le temps de se faire. Tandis qu'à Saint-Étienne, il fallait être opérationnel tout de suite. Les Verts à l'époque, c'était juste au moment où les Verts commençaient l'épopée des Verts commençait. C'était les Piazza, les Tchoukovic, les Jean-Vion. Et même pas Girard. Girard était comme moi. Il était aussi stagiaire comme moi. Il n'avait aucune certitude de faire carrière. Oui. C'est des opportunités. On va revenir un petit peu sur le football mondial aujourd'hui. Oui. Alors, quelquefois, comme vous, je regarde des matchs à la télévision, je vois des très grands footballeurs, et je me rappelle de certaines époques de certains footballeurs guadeloupéens qui ont marqué. Est-ce que le football guadeloupéen d'il y a 20 ans est du même niveau que celui d'aujourd'hui? 20 ans, même 30 ans, même 30 ans, même 40 ans, on va dire. Du même niveau qu'aujourd'hui, duquel football mondial ou football guadeloupéen? Non, les choses ont évolué énormément. On peut difficilement faire des comparaisons. Oui. Mais tout ce que je dis, c'est que la plupart des joueurs qui évoluent en Guadeloupe, je peux même retourner 30 ans, 40 ans en arrière, ils auraient été tous titulaires dans les équipes actuelles. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Sincèrement, ils auraient été tous titulaires dans les équipes actuelles en Guadeloupe. Oui.
Ouais. Et il peut s'exporter à cette époque. Largement. Oui. Je pense qu'avec le football actuel, on avait des joueurs qui jouaient quand j'ai commencé à jouer dans les années 70, 66, 70, oui. Il y a des joueurs qui évoluaient en Guadeloupe à cette période-là. S'ils avaient eu la chance, s'ils n'étaient pas nés trop tôt, oui. Ils auraient pu faire carrière actuellement en métropole. Des garçons comme, je sais pas moi, Elie Marcel, qui jouait attaquant de pointe. Oui. Avec ce qu'on demande d'un attaquant maintenant, il le faisait depuis Guy Piratou, actuellement, il aurait pu jouer. Mais quand il est parti au mauvais moment. Oui, il est parti au mauvais moment. On va prendre la page de piment, on vous retrouve encore pour d'autres petites questions, parce que c'est très intéressant. Et on s'arrête 5 minutes, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Tout à l'heure. Ok. Okay. Voilà, il est 13h38. On salue l'arrivée de notre amie Mylène. Ça va? Oui, bien merci Danick, et toi? Ça peut aller. Okay. Si tu voulais, on parlera de quoi aujourd'hui? On parlera de motivation, comment garder sa motivation. Ouais, c'est une question qu'on ne te pose même pas. Bien, alors, sur l'actualité, on revient à l'actualité, les expulsions locatives. Alors, pour les éviter, il y a un moyen, c'est premièrement être en contact avec son bailleur, prendre des dispositions, bien sûr qu'on ne peut pas payer son loyer, ça aussi c'est une difficulté, éviter que la dette augmente, mais ce n'est pas toujours très évident. La mairie de Morne-à-l'Eau a organisé donc une réunion autour de ce problème des expulsions locatives. Alors, vous savez qu'en France, pendant l'hiver, on ne peut pas faire ça, mais nous, il n'y a que l'hivernage. Donc, il ne peut pas appliquer, malheureusement, ni l'hivernage, pas ni l'hiver. Donc, les expulsions locatives se font souvent ici. Un reportage, Maxime Morel, on regarde. Ce matin, nous étions sur l'action sur l'impayé de loyer et quelle est la procédure pour l'expulsion locative. Que leur dit-on? Surtout, à titre de prévention, dès qu'ils sont en difficulté, qu'ils ont perdu leur travail, de se rapprocher des services sociaux, de se rapprocher de leurs bailleurs, de trouver un arrangement. À tout moment, on peut éviter l'expulsion si on se prépare, si on prend des arrangements. D'où l'importance de les informer bien en amont, ne pas attendre que la dette soit trop élevée et qu'on puisse pouvoir négocier avec eux, avec le bailleur. C'est très important. On voit que les bailleurs sociaux commencent à bouger. Avec la CEMAG, ils emmènent directement l'information aux locataires, et ce qui nous permet quand même de ne pas avoir des difficultés par rapport à nos loyers, par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne quand on est locataire d'un bailleur. Donc nous recevons au service toutes les personnes qui sont impayées de loyer, nous recevons une demande d'enquête. Donc à toutes les étapes de la procédure, depuis l'assignation au tribunal, jusqu'à la demande de concours de réquisition de la force publique par le préfet. Je ne savais pas certaines choses par rapport à l'expulsion, donc je pourrais en parler autour de moi, je pourrais avoir beaucoup plus d'informations, me rapprocher de l'assistance sociale si je peux avoir encore plus de renseignements. C'est vraiment une difficulté, éviter effectivement d'arriver à ce stade-là. Alors je vais en terminer avec Gérard Pinson, qui est notre invité pour la première fois. Ce ne sera pas la dernière, Gérard. Oui, j'espère bien. Bon, alors, non, je reviens sur une question que j'ai posée tout à l'heure. Oui. Quand vous regardez le football mondial aujourd'hui, alors la France a été championne du monde, ce qui a un peu surpris. Est-ce que ça veut dire que le football européen a dépassé le football brésilien? On se souvient du 7-1 du Brésil face à l'Allemagne il y a quelques années, et on voit aujourd'hui la plupart des stars brésiliennes sont exportées. Qu'est-ce qui se passe au niveau mondial? Mais le problème, c'est toujours, ça se situe au niveau de l'organisation. Nous avons un pays comme le Brésil, la grandeur du pays, ça fait combien de fois la France pour organiser tout le football brésilien dans son ensemble? C'est un gros problème. Et puis il y a aussi le problème économique. Donc à l'instar de ce qui nous arrive à nous, à un niveau un peu très éloigné, oui. La plupart des bons joueurs brésiliens s'exportent ils vont chercher le dos à dos ailleurs, en Europe, particulièrement. Et donc ils perdent un peu leur... je ne dirais pas qu'ils perdent leur âme, mais leur ADN. Ils s'adaptent au football européen. Quelquefois, ils oublient de là où ils viennent, au niveau de la création. Oui. Quand on voit Neymar, quelquefois on est surpris. Neymar, on essaie de le changer. On essaie de faire de Neymar quelque chose qu'il n'est pas. Oui. Donc il se bat pour prouver qu'il peut être lui tout en étant productif. Oui. Mais on veut l'européaniser, entre guillemets. C'est ce qui arrive aux Africains.
on a vraiment deux images, l'Africain qui joue en Europe et l'Africain qui retourne défendre les couleurs de son pays. Et donc, ce problème-là nous concerne aussi. C'est-à-dire que les qualités footballistiques guadeloupéennes de base, on pense à des gens comme Piratou, pas seulement tous les grands qu'on a eu, Michel Claude, les gars de Sainte-Anne qui se préparaient sur la plage, les gars du Moule qui n'avaient pas. Maintenant, à partir du moment qu'on éduque quelqu'un à faire quelque chose, il perd de sa créativité, il perd de son sens inné, puisque maintenant il y a des éducateurs, on a les écoles de foot. Donc dès le départ, c'est le modèle européen qui triomphe maintenant. Le modèle européen est un peu en avant. Nous sommes sur le modèle européen. Donc c'est donc puisque nous avons la formation européenne, la formation française. Donc nous avons des normes, nous avons des comment dirais-je, des niveaux des degrés de formation, de tout ce qui se fait en France, ça se fait ici aussi. Quand on prend un footballeur, on dit génial aujourd'hui comme Mbappé, il est plus européen ou plus africain dans son style de jeu? Je pense que là, il a... Ben encore, c'est l'exception. On est toujours sur l'exception d'un gars qui a été formé, mais qui a eu quand même la possibilité d'être formé, comme on dit, dans le football de rue. Puisque je pense que, contrairement à ce qui se fait ici, ça se fait de moins en moins, ça se fait quand même. Mais le football à 3 contre 3, les footballs en bas de cité, on les trouve en français, surtout au niveau des émigrés, de regarder la quantité de jeunes africains, de jeunes descendants de deuxième génération antillaise, qui sont maintenant dans le football français, dans le sport français. Et qui viennent des banlieues. Donc la plupart, je pense qu'ils ont commencé à jouer au pied de leur cité, ils ont intégré dans les clubs, mais ils n'ont pas perdu leur âme. Tandis que nous, jouer au pied des cités maintenant, avec tout ce qui se passe, donc c'est surtout d'autres balles qui circulent au pied de certaines cités. Le scorpichon n'existe plus, on n'en a pas. Et puis quand on construit dans des grands immeubles, il n'y a pas d'espace pour que les jeunes puissent jouer. On n'en trouve pas. Donc comment ils ne peuvent pas être créatifs au départ. Donc à l'âge de 5 ans, on trouve des gamins qui sont déjà dans les écoles de foot, des clubs. Alors l'école de foot, à la fois, c'est une bonne et une mauvaise chose, c'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est une bonne chose, ça peut être une bonne chose, c'est comme dans l'éducation de tous les jours. Si le professeur est de bonne qualité, on peut en sortir de très bons joueurs. C'est tout. Une dernière question. Que se passe-t-il pour le football bastérien? Le football bastérien. Racing, Étoile du Carmel, c'est même pas l'Étoile du Carmel existe toujours? Non, pas au niveau football. ASRP non plus. Je crois que Colonial existe toujours. Oui, Colonial c'est Baïf. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut porter une réflexion dessus. Est-ce que le football des grandes villes est viable? On a le problème à Pétapit aussi. Oui, bien sûr. Pétapit, Restao, SS redoutable, ils vivotent. La SS, on a reculé. Nous aussi, on a notre terrain aussi. Mais il y a quand même une perte de population dans ces bassins. À Bastère, on perd, dans le bassin sud, Bastère, Baïf, tout, on perd de la population. Donc, on était alimenté avant par tous les joueurs qui venaient d'à côté, vieux habitants, Baïf, Trois-Rivières, Roubert. Maintenant, chaque commune a son club. Et quelque part, ils demandent à aussi exister. Donc nous, il faut exister comment? Il n'y a plus de population. Il y a un transfert de population qui est énorme. Si vous voyez la répartition de la population dans les clubs de la Bastère, je pense de la Bastère, Saint-Claude, Bastère, Baïf, on est surpris par la composition. Il faudra faire une étude dessus, on va être surpris. C'est un peu l'image de la population résidentielle. Donc il faudrait peut-être s'asseoir. Je pense qu'il faudrait s'asseoir et se regarder en face et se dire il est temps de réagir. Faire comme Sainte-Rose, faire venir des footballeurs brésiliens de 9e catégorie? C'est pas la solution. Sincèrement, c'est pas la solution. On a des jeunes qui ont besoin d'être guidés. Le sport, le foot en particulier, ça peut être quelque chose de positif pour eux. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas qu'on choisisse la solution de facilité. Aller chercher maintenant dans des clubs, ils vont chercher des joueurs en Haïti, ils vont chercher au Brésil, ils vont chercher un peu partout. En Argentine aussi, ça a commencé avec un médecin qui était à Bastia qui a fait venir un très bon joueur, Tino, qui était au Racing, c'est le premier, qui est parti faire une carrière professionnelle après. Et la GSS a disparu d'ailleurs. La GSS s'est vu un moment trop gros, c'est un peu comme la grenouille, qui a explosé. Merci d'être venu pour cette première fois, mais j'espère que vous aurez l'occasion. On va organiser un petit débat sur le football. J'ai déjà contacté Angloma et on fera quelque chose. Merci de me recevoir. Il y a votre invité qui peut intéresser le milieu du football, parce que j'ai entendu parler de motivation. Et ça, c'est aussi un gros problème chez nous, c'est la motivation des jeunes. Donc elle peut peut-être faire
offre de service. Non, pas où tu es pas, restez là encore. Il est 13h47. Tout de suite, si tu brillais, générique, qu'est-ce qu'on a? COP, ça part. Et on a plaisir de retrouver Mylène. Bonne année, Mylène. Merci beaucoup. Non, on ne s'est pas encore vu depuis le début de l'année. De justesse. Alors, on va essayer de garder sa motivation, puisque le dernier sujet, c'était le bilan de l'année 2019. 2020 bien entamé. Qu'est-ce qui est prévu pour cette année? Motivation. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. De la motivation et surtout comment garder sa motivation. Il est commun d'entendre de nos jours des personnes dire si je pouvais, j'aurais bien voulu, mais je ne suis pas motivée. Donc les prochaines minutes passées ensemble permettront d'y voir plus clair justement sur cette question de motivation. Ça veut dire que la motivation, c'est un remède miracle? Non, justement, pour moi, la motivation n'est pas le remède miracle. En gros, ce serait un peu comme le carburant indispensable à toutes nos initiatives. Nous pourrions croire que, enfin, du moins, c'est ce qui est pensé, que c'est le carburant indispensable pour toutes nos initiatives, mais en fait, c'est faux, puisque sans motivation, il est possible d'agir. Oui. On n'a pas besoin d'être motivé, même si ça peut égratigner certains, oui. On n'a pas absolument besoin d'être motivé pour faire quelque chose. Le manque de motivation n'est pas une maladie. Le manque de motivation ne nous empêche pas d'agir tant qu'on ne l'accepte pas, en fait. Oui. Donc pour la majorité des personnes en santé physique, émotionnelle et psychologique, on peut faire des choses même sans motivation. Dans bien des cas, l'action amène justement la motivation. Alors est-ce qu'on ne peut pas se cacher derrière l'absence de motivation pour ne rien faire? Peut-être, parce qu'au fond, on est dans une société qui recherche constamment le bonheur et qui a du mal. Alors, rechercher le bonheur, c'est pas mauvais, mais en soi, éviter à tout prix les contraintes ou ce qui n'est pas source de joie ou de plaisir, c'est ce qui fait aussi que parfois que sans motivation, on est inerte. Oui. Donc, je crois que dans certains cas, nous sommes trop sujets à nos émotions, un peu comme si elles avaient le dernier mot en toute situation. Or, nous sommes des êtres à la fois émotionnels, certes, mais également rationnels, et donc il ne faut ignorer ni l'un ni l'autre. Mais qu'est-ce qui cause le manque de motivation ? En fait, elle est souvent due à l'écart entre ce qui est souhaité, ce qui est espéré et ce qui est obtenu. Par exemple, une personne qui manque de motivation dès le départ, il se peut qu'elle doute de sa capacité à atteindre l'objectif en question, par exemple. Peut-être par rapport à ses expériences ou alors par rapport à ce qu'elle a vécu auparavant. Mais il peut y avoir également d'autres éléments, tels que le fait de ne pas voir les résultats assez vite, de se comparer aux autres, de ne pas savoir par où commencer, l'absence de préparation aux imprévus ou même face à la diversité. Il y a aussi la qualité des relations et de nos sources d'influence, l'absence de système ou d'action pratique, simple et régulière, et enfin croire le fait qu'on n'a pas le droit d'être heureux ou heureuse tant que l'objectif n'est pas atteint. Donc il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut recommander à quelqu'un à qui il manque un peu de motivation? Premièrement, je lui propose de savoir dans quel but elle décide de passer à l'action. L'important, c'est d'être clair, en fait, pour gagner de la motivation. Donc, dans quel but je fais mon action, identifier les périodes et les circonstances qui font que, généralement, vous perdez la motivation, parce qu'il y a toujours un contexte, choisir un moyen qui permettra de faire face à cette difficulté, définir les ressources qui sont nécessaires à la réussite du projet et découper l'objectif en de plus petites portions. Parfois, on est trop gourmand tout de suite. Mais alors, la phase d'action, comment on peut la mettre en place? Du coup, on procrastine et on perd la motivation parce qu'on croit très souvent qu'il nous manque quelque chose pour commencer. Sauf que la vérité, c'est qu'il ne nous manque rien pour commencer, si ce n'est le fait de décider. Donc, plutôt que de partir sur plusieurs projets à la fois, je recommande de commencer par au moins une chose que vous avez envie de concrétiser et d'aller au bout, en fait. Donc, il faut identifier une action régulière, même petite, et que cette action, vous la mettez en œuvre régulièrement pour garder la motivation. Oui.
Alors, Mylène, finalement, si quelqu'un est démotivé ou manque de motivation ou a perdu sa motivation, il y a quelque chose à proposer? Oui, j'ai quelque chose à proposer. Le coach de poche, oui, toujours mon livre. C'est décidé, je veux ma vie en mieux, qui donne 5 étapes pour avoir le courage d'être soi-même et de vivre pleinement. C'est un outil idéal pour les personnes en transition qui ont besoin de prendre la décision et également de faire face à leurs peurs. Donc, il est disponible aux boutiques de la presse, à la FNAC de Petit-Bourg et aussi la section littéraire de Carrefour d'Estrélan. Je me permets de poser la question à Jérôme Pinson. Est-ce que nous, jeunes footballeurs, manquent de motivation? Est-ce qu'il leur faut un coach comme Mylène? Mais je crois que ce discours-là peut nous plaire. C'est un discours qui convient à nos jeunes. Hein? Oui. Parce qu'en fait, devant l'échec, devant la difficulté, ils perdent leur motivation parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne vont pas réussir. Alors que nous sommes en train de leur tenir un discours, mais il faut que vous soyez, que vous puissiez travailler pour pouvoir y arriver. Donc ils ont des objectifs, mais ils veulent y arriver tout de suite. Quand ils trouvent des obstacles, tout de suite ils perdent ce qu'on appelle la motivation. Et donc je pense qu'elle peut trouver Il est un responsable de la Ligue de football. Vous savez ce qu'il pourrait se faire. Tout à fait. Encore, dernière petite information. Si tu souhaites te lancer, donner un coup de boost à ton business en t'inspirant ou te connectant à de nouvelles opportunités dans le numérique, viens t'informer sur la semaine du numérique au Québec, une délégation guadeloupéenne s'organise. Vous y serez, Mylène? Le rendez-vous, c'est demain. Demain, je serai à We Businesswoman, donc je ne serai pas à ce rendez-vous, mais en tout cas, je m'intéresse à cette délégation guadeloupéenne. Si ça vous intéresse, c'est le 20 54 04, c'est un portable, 0690 20 54 04. Voilà, il est 13h53 minutes. Je crois que le ZCL aujourd'hui se termine avec cette bonne nouvelle sur la motivation. Oui. Vous êtes motivé qu'on fasse votre chronique chaque mois? Toujours. Toujours. Vous êtes toujours motivé pour le football? Toujours, parce que je suis encore. Oui, donc je ne sais pas, je peux encore servir. Je suis motivé moi pour le journalisme. Voilà, 54 minutes, on ferme le banc aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle session du ZCL News en direct de Canal 10 et de C10FM. Je rappelle, c'est quand même important que hier l'UGTG a tenu une conférence de presse concernant la grève de Bimao. Peut-être, je dis peut-être que les bien qui changé, enfin la motivation pour la fin de conflit a été exprimé par le responsable de l'UGTG, M. Favel, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on nous attend pour demain si nous connaissons une bonne nouvelle. Voilà. 13h54, la réalisation était assurée par notre ami Zébris, Z comme ZCL. Ah, pas comme Zébris, ZCL. Voilà, c'est fini. À demain.